performance et performativité dans les actions de l'artiviste russe Piotr Pawlenski. La vérité et le pouvoir appartiennent à ceux qui racontent la meilleure histoire. Cet énoncé de Stephen Dunkamp, auteur new-yorkais s'étant intéressé aux différentes formes de résistance culturelle, s'applique bien aux stratégies des artivistes de certains pays de l'Europe de l'Est, qui s'opposent aujourd'hui au pouvoir autoritaire surgi sur les ruines de l'Empire soviétique. Leurs interventions peuvent être interprétées comme des véritables actions d'anti-storytelling, inversant les discours et l'imaginaire dominant et les mises en scène politiques légitimantes qui combinent aujourd'hui astucieusement le savoir occidental du marketing politique et les anciennes méthodes coercitives de contrôle social. Se revendiquant de l'actionnisme viennois, certains artistes de la performance russe, à l'exemple de Piotr Pawlenski, dont il sera question dans ma présentation, aspirent à s'inscrire dans une tradition artistique d'insoumission qui fait du corps de l'actionniste un lieu de remise en question des normes politiques et culturelles qui excluent. Ils créent en imitant quelquefois leurs prédécesseurs occidentaux et imitent en créant de nouvelles significations, cherchant à enrichir leurs gestes des connotations du nouveau contexte politique et culturel, confirmant ainsi l'idée de Christoph Ulf selon laquelle, je cite, « le sens du geste varie en fonction de l'espace et du temps ». Fin de la citation. Afin de s'octroyer un espace de liberté d'expression et d'innovation, ils œuvrent en même temps à ancrer leurs gestes dans la mémoire et l'affectivité collective, ou autrement dit, ils cherchent à emprunter, selon Yves Citon, des voies qui sont à la fois conditionnées par les cheminements antérieurs et conditionnantes envers les cheminements à venir. Fin de la citation. Avant de passer à l'analyse proprement dite des actions performatives de Piotr Pawlenski, je voudrais préciser la définition de la performativité mise à l'épreuve dans mon exposé. Je fais appel au dispositif théorique élaboré par l'historien et anthropologue allemand Christoph Ulf, qui explique la performativité comme étant la dimension mimétique et en même temps inventive de tout agir social. Elle est cette, je cite, activité de recréation personnelle et culturelle des rituels dans une mise en scène corporelle et identitaire. Fin de la citation. C'est une définition intéressante pour comprendre l'art performatif dans la mesure où elle met l'accent sur la gestuelle en lien avec le contexte culturel. Pour comprendre la portée des actions du performeur Piotr Pawlenski, il n'est pas inintéressant, selon la théorie de la performativité de Wolff, d'esquisser le contexte social, politique et culturel général dans lequel cet artiste évolue. En proie à une démocratie chaoteuse et à des transformations politiques et sociales douloureuses, certains pays post-communistes de l'Europe de l'Est comme l'Ukraine et la Russie connaissent aujourd'hui des véhéments mouvements sociaux contestataires, lesquels usent de plus en plus des formes créatives pour montrer leur résistance. Que ça soit à l'intérieur des pratiques artivistes ou dans un but de protestation étranger à toute référence à une posture artistique, les mises en scène symboliques et médiatiques se sont multipliées ces dernières 2 années. Par ailleurs, les médias occidentaux n'ont pas cessé de nous renvoyer de l'Est les échos des gestes métaphoriques à connotation politique et contestataire. Scénographié dans l'intention d'obtenir un empowerment, ce terme anglais plutôt difficile à traduire dans une autre langue et que je comprends comme renforcement d'une position, mais surtout comme production d'un pouvoir symbolique par ceux qui n'en ont guère, ces mises en scène sont aussi des tentatives de capter le temps d'attention des individus. C'est un jeu nodal, selon Yves Citon, de toute vie politique et économique dans nos sociétés de consommation. Je pense en particulier à ce coup d'éclat des périodiques ukrainiens qui ont réagi à l'adoption en 2012 de l'ancienne-dite loi contre la calomnie, interdisant à la presse la publication d'informations diffamatoires à l'adresse des candidats aux élections. 11 journaux sont parus, les pages complètement vides, pour s'opposer de cette manière à une loi qui brime la liberté d'expression. Sur cette image, vous pouvez voir la page couverture de la revue commerçante parue les pages vides. Un autre exemple plus récent, toujours en Ukraine,
Les manifestants de Maïdan, ces partisans de l'orientation pro-européenne de l'Ukraine, qui se sont soulevés en grand nombre en novembre dernier pour former aujourd'hui, certains d'entre eux, des campements paramilitaires au centre-ville de Kiev, ils ont incité leurs adeptes en décembre 2013 à manifester en tenant dans les mains, comme des icônes, des miroirs devant les forces de l'ordre, un geste visant à responsabiliser les miliciens envers leurs victimes battues lors d'une manif du 30 novembre 2013. Nous voulons que les Berkouts se regardent dans les yeux et se sentent coupables, ont déclaré les leaders du Maïdan, Berkout étant le nom des forces de l'ordre en Ukraine. Sur ces images, on peut voir des manifestants ukrainiens qui tiennent dans leurs mains des miroirs orientés vers les forces de l'ordre. Finalement, Pussy Riot, un collectif féministe russe d'artistes de la performance ayant réussi à soulever à leur défense la communauté artistique occidentale. Emprisonné en 2012 pour vandalisme et incitation à la haine religieuse, après avoir interprété dans une église orthodoxe un Te Deum punk d'exorcisation du président Poutine, les artistes sont libérés en 2013. Sur cette image, les Pussy Riot lors de leurs actions dans la cathédrale de Kazan en 2012. L'artiste russe Piotr Pawlenski, dont j'aimerais analyser le travail aujourd'hui, s'est démarqué par sa position anti-Poutine. La plupart de ses actions performatives, comme celles de ses amis politiques Pussy Riot et de ses déclarations, étant orientées contre le gouvernement, les politiques ou la personne de Vladimir Poutine, l'actuel président de la Russie. Il est également connu pour son usage particulièrement rude de son corps comme instrument de création artistique. En 2012, Pawlenski manifeste son soutien aux membres emprisonnés de Pussy Riot en réalisant l'action performative La Suture, lors de laquelle il est resté devant la fameuse cathédrale de Kazan, la bouche cousue avec un fil très revêche. Le geste en soi de se coudre la bouche n'est pas inédit dans l'histoire de l'art-action, mais un performeur ayant réalisé des mises en scène impliquant la couture des lèvres, des yeux et même des oreilles dans d'autres contextes culturels et politiques. Sur ces images, vous pouvez voir l'artiste new-yorkais et militant pour les droits des gays David Wojnarowicz qui s'est cousu les lèvres en 1988 dans le but de protester contre la politique gouvernementale dans la question du sida. Aussi, vous pouvez voir sur cette capture d'écran à partir du site du BBC l'image du poète iranien Abbas Amini qui s'est fait coudre lui-même la bouche, les yeux et les oreilles pour protester en 2003 contre son expulsion de la Grande-Bretagne. Tous ces exemples d'actions performatives impliquant le même geste témoignent de l'importance du contexte culturel dans la construction des significations de ces actions. Sans faire une analyse comparée des trois actions performatives évoquées, car le temps ne nous le permet pas, disons que la performance de Pawlenski, La Suture, réfère à la tradition dans l'espace eurasiatique d'un gouvernement tyrannique qui sème la peur et qui exige l'obéissance totale et le silence des sujets. En 2013, Pawlenski réalise devant un bâtiment officiel La Carcasse, une autre œuvre infiltrante créée dans le but de protester contre les politiques répressives du gouvernement russe. Tout nu, l'artiste se glisse à l'intérieur d'un cocon de barbelé et restant un certain temps en position embryonnaire, jusqu'au moment où les forces de l'ordre font leur apparition en scène et le sortent du cocon pour l'escorter chez le psychiatre et au juge. Finalement, j'attarde mon analyse sur l'action performative La Fixation, réalisée en novembre 2013. Dénudé sur la place rouge, l'artiviste Pawlenski se fixe le scrotum au pavé à l'aide d'un marteau et d'un clou pour protester contre un pouvoir autocrate. Notre société en entier, apathique, impuissante, dit-il, est tenue par les couilles par l'État policier poutinien. Et puisque c'est la réalité, Pawlenski le fait en incarnant littéralement la métaphore d'une collectivité russe avilie par la gouvernance poutinienne. La performance s'est déroulée devant et avec, en fin de compte, les promeneurs, les agents de filage et les policiers accourus pour étouffer le scandale. Comment interpréter l'action performative La Fixation ?
D'abord, il faut dire que Piotr Pawlenski est un lecteur avéré de Michel Foucault. Celui-ci montre dans Surveiller et punir la manière dont le pouvoir s'inscrit dans le corps, qu'il marque de son empreinte et dont il contrôle les formes d'expression et de représentation. Le corps, je cite Pawlenski, le corps humain dans l'engrenage du pouvoir, de l'État et de la société, voici ce que j'ai voulu montrer. Le corps, c'est ce qu'on inculpe, emprisonne et torture. J'ai voulu montrer sur l'exemple de mon propre corps ce que l'État fait à la société, car mon corps à moi n'est qu'une partie du corps social. La société permet les abus et, oubliant sa supériorité numérique, contribue au triomphe de l'État policier. Fin de citation. Ainsi, l'action performative La fixation, lors de laquelle Pawlenski se cloue lui-même le scrotum modal, détournant d'une certaine manière l'imaginaire de la crucifixion, est une façon de dire à ses concitoyennes que le tyran le plus despotique n'a pas d'autre pouvoir que celui qu'il tire des croyances et de la soumission volontaire de ses sujets. Pawlenski fait écho ainsi à toute une tradition réflexive démocratique et européenne, en commençant par Étienne de la Boétie et terminant avec, pourquoi pas, Yves Citon. Mais la performance, la fixation, comporte également d'évidentes implications liées au genre. Casser les couilles à quelqu'un, tenir par les couilles, sont autant d'expressions issues d'une culture virile dont est tributaire le gouvernement Poutine. Je vous invite à observer avec moi quelques éléments de la mise en scène médiatique du président Poutine. On remarque aisément un désir de valoriser tous les attributs traditionnels d'un modèle de virilité issu du modèle patriarcal. La force, l'habileté, l'agressivité, tous des traits qui confortent l'idée de la supériorité physique du mâle. On peut voir sur ces images se jouer une véritable performance de genre. Poutine à la pêche, une activité très virile, Poutine en joueur de l'équipe nationale de hockey, Poutine en train de pratiquer le judo. Ici, on peut observer la gestuelle de Poutine, des mains qui se serrent en poing, des doigts qui pointent, des gestes d'empoignade. Quelques mots sur le parcours politique de Poutine. Depuis son arrivée au pouvoir, Vladimir Poutine s'attache à rétablir la soi-disant verticale du pouvoir, en centralisant l'administration du pays et en mettant fin à la libéralisation démarrée par Gorbatchev. Au cours de ces 2 mandats, le président Poutine s'attache à renforcer le poids des services de renseignement dont il provient, ainsi que le poids de la police et de l'armée, tout ce qu'on appelle en traduction du russe les hommes de force, par opposition aux libéraux, défenseurs de l'état de droit et de la démocratie de tradition occidentale. Pawlenski s'oppose-t-il à ce modèle de virilité dans son œuvre en filtrant la fixation, en faisant la démonstration du renoncement symbolique à ses testicules, ce symbole par excellence de la malitude? L'on sait de Pawlenski qu'il fonde en 2012 la revue La Propagande politique, qui se déclare attentive et amicale envers les mouvements féministes, gays et queer. La publication déclare comme but le dépassement du chauvinisme culturel entretenu par le gouvernement et son appareil idéologique. Et oui, à la lumière de ces informations, on peut effectivement croire que Pawlenski aspire à créer un modèle alternatif de masculinité favorable aux revendications féministes, un modèle plus complexe et donc moins soumis à l'embrigadement par un État autoritaire. À la fin de mon analyse, je voudrais repérer les références culturelles sous-jacentes et peut-être moins conscientes que les prémices artistiques et idéologiques analysées plus haut. Dans quelle empreinte culturelle niche-t-il son imaginaire artistique? De quelle manière modèle-t-il la représentation de soi? À quelle figure emblématique de la culture russe se réfère-t-il? Puisque Christophe Wolff souligne, je cite, la dimension mimétique des actes sociaux en montrant comment, en tant que mouvement, en tant que représentation corporelle, en tant qu'action indépendante, il se réfère à d'autres mouvements, à d'autres représentations corporelles et à d'autres actions. Je voudrais savoir quelles représentations sont reprises de manière inconsciente par Piotr Pawlenski dans ses mises en scène corporelles.
puisque Christophe Wolff souligne que, je cite, les acteurs sociaux mettent en œuvre un savoir implicite qui ne nécessite pas de représentation consciente pour développer toute son efficacité. Les actes sociaux prennent sens dans le cadre d'un réseau de rapports symboliquement structurés dans lesquels s'inscrivent les mises en scène et les représentations physiques de l'agir social. Fin de la citation. Le dictionnaire russe désigne l'idiot du village comme étant un crétin, mais aussi comme quelqu'un qui fait semblant d'être fou pour mieux dénoncer les péchés du monde. C'est aussi le nom d'un ordre religieux orthodoxe des mendiants du Moyen Âge russe. La culture populaire attribue à l'idiot du village une pureté d'âme que celui-ci oppose à l'insuffisance du monde. On peut voir sur ces images l'étoile du peintre national du 19e siècle, Sourikov. Donc on peut voir des représentations picturales de l'idiot du village et on peut remarquer sur ces images ce mélange de déraison et de pureté d'âme que la croyance populaire attribue à l'idiot du village. Il faut dire que ultérieurement, certains créateurs russes ont repris avec succès cette représentation de l'idiot du village, comme par exemple l'idiot du Dostoïevski. On peut aisément constater que c'est une variation, la représentation de Comte Myshkin, c'est une variation autour de cette représentation ancrée dans la culture russe de l'idiot du village. Aussi dans le film Stalker de Tarkovsky, cette représentation du guide dans la zone, on peut le voir aussi comme sur cette image, un peu dans la gestuelle, dans le regard, dans la façon de se tenir, dans ce discours un peu savant et en même temps insensé. On peut voir aussi que c'est inspiré de la représentation de l'idiot du village. Une autre représentation assez présente dans la culture russe et ancienne et qui a pu servir comme référence à Piotr Pawlenski dans ses mises en scène corporelles, c'est la représentation du prisonnier politique. Donc on sait que l'Empire russe, elle a fait des prisonniers politiques depuis le XVIIIe siècle et l'Empire soviétique, il a porté au paroxysme la politique oppressive contre les opposants. Donc on voit ici sur ces images l'affiche d'un film emblématique de la période de Perestroïka, l'été froid de 1953. Et on voit que le personnage positif, le protagoniste du film, en observant un peu sa gestuelle et sa représentation, on trouve une similitude avec les images créées par Piotr Pawlenski. En conclusion, l'analyse de la performativité corporelle de Piotr Pawlenski, de la manière dont il utilise son corps dans des mises en scène politiques et artistiques, s'opposant aux certains modèles et schémas culturels et se référant à d'autres, nous montre toute la force du savoir performatif de l'individu, puisque l'un des objectifs de mon analyse, c'était de mettre à l'épreuve le dispositif conceptuel autour de la notion de la performance élaborée par Christophe Wolff. Le savoir performatif, mimétique, inventif et souvent inconscient permet à l'individu de rester ancré dans sa propre culture tout en s'opposant à certains modèles dominants.